Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bonjour. Nous abordons maintenant donc le deuxième thème de notre journée, le trajet. Notre deuxième table ronde, au cours de laquelle il sera question des possibilités d'accès aux soins des personnes migrantes dans leur parcours ou leur périple, puisque ce mot, vous savez, désigne d'abord un voyage autour de la mer. On parlera des abus innombrables dont elles sont victimes et de tout ce qui menace leur santé et leur sécurité, et bien sûr des solutions à promouvoir pour que cesse l'hécatombe. Je vous présenterai dans 2 minutes nos 3 intervenants, mais voici d'abord le témoignage sonore d'un migrant du Darfour. Il a été enregistré en mars dernier par le réalisateur Jean-Marc Descamps, qui n'est pas là aujourd'hui, lors d'un repérage pour un projet de documentaire sur la situation des migrants à Calais. On l'écoute tout de suite. Voilà le témoignage de ce migrant du Darfour qui a suscité déjà la réaction de Ali Saad, Ben Saad, mais je vais lui donner la parole évidemment tout de suite pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Non? Alors, dites un mot tout de suite dans votre micro. Non, la traduction n'est pas fidèle. D'abord, il disait que moi je voulais aller en Libye, pas aller en Europe, initialement. Ensuite, tout ce qui est fasciste, etc., tout ça, ça a été... oui, en fait, on a fait dire beaucoup de choses et on a occulté beaucoup de choses de ce qu'a dit. La traduction est mauvaise de bout en bout. Voilà. Voilà. Bon. Ça commence bien. Formidable. Si vous avez d'autres réactions sur ce film, vous pourrez en faire part tout à l'heure au cours de notre débat général. Donc, Ali Ben Saad, qui vient de prendre la parole, maître de conférence à Aix-Marseille Université, chercheur à l'IDEMEC. Qu'est-ce que l'IDEMEC? C'est l'Institut d'éthologie méditerranéenne et européenne pour Paris. Voilà. Merci. Actuellement chercheur résident à l'École française de Rome. Il est spécialiste du Maghreb et travaille sur les mutations des espaces et sociétés du Maghreb, donc sur la question migratoire et particulièrement sur les migrations entre Sahel, Maghreb et Europe. En ce moment, il travaille sur la Libye, où il a tout récemment effectué une mission de 3 semaines. Sophie Beau, qui est à côté de lui, est responsable de programmes sociaux et humanitaires après une formation en anthropologie et en sciences politiques, 20 ans d'expérience sur le terrain en France et dans le monde. Actuellement directrice associée de prospective et coopération, un réseau de chercheurs et de professionnels de la coopération internationale. Elle intervient en tant que vice-présidente et cofondatrice de l'association SOS Méditerranée, dont vous avez vu le stand en bas dans le hall, une initiative civile européenne qui s'apprête à lancer des opérations de sauvetage en mer Méditerranée. Et puis, et nous allons commencer par lui, Bernard Granjon, docteur Bernard Granjon, médecin gastro-entérologue, ancien président de Médecins du Monde, ancien président d'Osiris, association pour la prise en charge des victimes de torture et de violences politiques, actuel responsable de mission Turquie, migrants de Médecins du Monde. Bernard Granjon, donc, c'est à vous, en tant que responsable à Médecins du Monde de la mission Turquie, consacrée aux migrants. J'aimerais d'abord que vous nous rappeliez peut-être quelles sont les principales routes migratoires dans le bassin méditerranéen. Alors ça a été évoqué. Bonjour à tous d'abord et très content de vous voir si nombreux intéressés par un problème ô combien d'actualité, ô combien dramatique. Et nous n'en sommes qu'au début. Donc les routes ont été évoquées, je ne vais pas revenir dessus. Je vais prendre la diapo si elle existe. Elle y est, voilà. Alors, ceci a été volé au journal Le Monde et a été reproduit par mes soins. En effet, les routes migratoires, elles changent tous les jours en ce moment. Et donc, puisque le thème est quand même celui de la santé, je vais l'aborder par son extrémité, c'est-à-dire l'absence de santé, tous les gens qui meurent en mer dans cette Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière. Alors, les grandes tâches que vous voyez là sont proportionnelles au nombre de gens qui meurent. Ce n'est pas l'immigration. Par exemple, la Turquie peut représenter, parce qu'il y a peu de gens qui meurent en Turquie, par contre, il y a beaucoup de gens qui meurent en partant de Turquie et en traversant la Méditerranée.
avec bien sûr, vous voyez, une prédominance au niveau des côtes libyennes, et Sophie Gau en parlera tout à l'heure. Alors comment la Turquie s'intègre-t-elle dans ce système, dans ces trajets migratoires? Alors la Turquie, il faut la considérer comme un couloir migratoire. En effet, avoir l'asile en Turquie est une chose extrêmement difficile, qui est réservée uniquement, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est réservée uniquement aux ressortissants européens. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui demandent l'asile en Turquie. Tous les autres n'ont pas le droit. Et pourtant, ils sont très nombreux. Alors, actuellement, si on voit les chiffres, il y a en Turquie 4 millions de réfugiés. Donc plus de 2 millions, et ce sont des chiffres certainement qui sont faux, parce que sous-estimés, étant donné que beaucoup le sont en situation illégale. Il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens, et puis il y a tout le reste. Alors il y a un système d'accueil qui est quand même très organisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive en Turquie, pourquoi ils vont en Turquie? Parce que d'abord c'est facile d'y entrer, parce que la Syrie est à côté, parce que les pays du Maghreb, et surtout les pays du Moyen-Orient, principaux fournisseurs de réfugiés, sont à la porte. On entre facilement en Turquie, on prend l'avion, on y va. L'accueil est facile. D'autre part, il est facile d'en sortir, parce que les îles grecques sont à quelques kilomètres. Ibrahim nous a dit, ils sont partis, il n'a fait que 4 kilomètres, il a oublié de le préciser, mais entre Bodrum et Kos, il y a 4 kilomètres, pour lequel il a payé 5 000 euros. 500 euros, pardon, 500, déjà très cher. Voilà, donc c'est un pays dans lequel il est facile d'entrer et facile de séjourner. Quel est le parcours migratoire normal? On arrive, sur le plan légal, on se signale à la police, qui vous envoie au HCR, au comité des réfugiés, qui vous envoie dans une grande ville où vous allez être remontilé sur ce qu'ils appellent les villes satellites. Il y en a une 60aine en Turquie, et dans ces villes satellites, vous êtes donc accueillis, mais vous ne choisissez pas. Quelles sont ces villes? On peut les citer? Oh là là, il y en a beaucoup. Alors nous, on en a visité un certain nombre. On a visité Eskişehir avec Eskişehir, on a visité Konya, on en a visité plusieurs. On va tous les voir. Donc apparemment, c'est très bien fait. Mais les pays de provenance, seulement la Syrie? Alors les pays de provenance, c'est pas la Syrie, c'est pratiquement, je dirais, le monde entier. Le monde entier, il y a des gens qui viennent de la République démocratique du Congo, ça paraît pas évident. Il faut savoir qu'il en est des migrations comme des cours d'eau. Quand on met un barrage quelque part, on passe à côté. Et ça, on va le voir dans l'illustration, je dirais que toutes ces grandes taches rouges, c'est la conséquence des barrières que l'on met. Si les gens actuellement partent en mer, c'est parce qu'on verrouille de plus en plus les trajets par terre. Donc ils viennent de tous les côtés. Et la Syrie, comme je vous l'ai dit, c'est facile. Il y en a qui viennent de l'Afghanistan, il y en a qui viennent du Pakistan, il y en a bien sûr qui viennent de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc vraiment, c'est quelque chose avec une prédominance, bien sûr, pour les pays limitrophes, et en particulier la Syrie. Donc du point de vue du nombre, la Syrie, ça représente quel pourcentage? Plus de 2 millions. Oui. Plus de 2 millions. Sur 4. Moins 4 millions. C'est moins 4 millions de réfugiés, oui, de réfugiés qui se trouvent en Turquie. Alors, ce qu'on lit dans vos propos, quand même, c'est une certaine admiration pour le système d'accueil de la Turquie. Oh que non. Ah ben non, mais jusque-là... Alors, sur le plan numérique, c'est vrai. Sur le plan numérique, c'est vrai. Il faut rappeler que la France n'accueille pas beaucoup. La Turquie en accueille. D'autre part, au moins pour les réfugiés syriens, elle les accueille bien. C'est-à-dire qu'elle leur offre, dans les villes satellites, elle leur offre des soins, elle leur offre, c'est à peu près tout, une certaine sécurité, et elle leur offre la possibilité de partir légalement avec le haut comité de réfugiés lorsque un pays d'accueil se signale. Donc en pratique, là, on va ensuite à une ville à Konya, et puis ensuite, on vous dit, là, il faut attendre. Mais, alors il y a un mais. Ah ouais, il y a un gros mais, oui. C'est que d'abord, il y en a même plusieurs. La répartition est totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, est-ce que vous avez des copains dans telle ville satellite? On vous envoie là-bas.
jours sur le trottoir avant de trouver quelqu'un qui veuille bien l'héberger à peu près gratuitement. D'autant plus qu'il n'a pas le droit de travailler. Enfin, dernier point, qui n'est pas moindre, c'est qu'ils doivent pointer à la police toutes les semaines, quelquefois tous les 15 jours, donc à des situations d'enfermement absolument épouvantables. Alors, c'en est au point qu'il faut toujours écouter les réfugiés qui apportent la réponse. La plupart des réfugiés font comme Ibrahim, c'est-à-dire qu'ils vont dans une grande ville. Quel avantage la grande ville? C'est d'abord, ils peuvent choisir, ils peuvent retrouver des copains, des gens de leur culture. Deuxièmement, d'autres avantages, on leur fout la paix. C'est une grande ville, la police est moins présente, ils peuvent donc travailler un peu, des petits boulots illégaux, certes. Avec des contreparties, c'est qu'ils perdent évidemment tout droit à l'immigration, sauf illégal, ce qui était le cas d'Ibrahim, justement, et donc aucune possibilité de se soustraire à cette insécurité. Enfin, troisième et dernière sécurité, c'est la sécurité des soins. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se faire soigner dans un pays qui est un des pays qui a la médecine la plus évoluée. Il faut savoir qu'une consultation pour un migrant de base à Istanbul, ça vaut 5 fois à peu près une consultation pour un Turc de base. Alors dans cette situation, quelle est la mission de votre mission humanitaire? Comment s'exerce-t-elle? Alors, c'est à Istanbul que ça se passe? Alors, ça se passe à Istanbul, dans un quartier qui s'appelle Kumkapı, qui est un quartier où il y a une communauté africaine importante. Et ça se passe, je dirais comme ça doit se passer, je suis complètement d'accord avec la philosophie de Santé Sud, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas directement, ou relativement peu, et par contre, on intervient par l'intermédiaire de partenaires, d'une association partenaire. Donc, on a un peu constitué, à partir d'une Turque, la seule Turque avec laquelle nous travaillons, qui est une passionnée des droits de l'homme et vraiment une égérie absolument extraordinaire. On travaille avec elle depuis 15 ans, et autour d'elle se sont agrégées toute une série de personnes sénégalaises ou guinéennes, tant et si bien d'ailleurs que ce sont des réfugiés qui soignent des réfugiés. Alors, ça c'est l'aspect santé, médical. Alors, justement, il n'y a pas que ça. Il y a un accueil médical, capital. Capital, ce sont des gens qui ne peuvent pas accéder normalement à des hôpitaux ou à des consultations spécialisées. Alors, vous allez dire, c'est un accueil de base, certes, et qui très vite est débordé. Mais nous avons derrière nous quelques hôpitaux avec lesquels on a des conventions. Chaque patient est accompagné et chaque intervention, une radio, un examen de laboratoire donne lieu à un véritable marchandage. Un véritable marchandage pour que les prix ne soient pas trop élevés et soient accessibles aux finances, en l'occurrence des médecins du monde, essentiellement. Voilà. Accueil social. Accueil social, bien sûr, très important, capital. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart de ces personnes-là sont des personnes, on dirait, en bonne santé, ça a été dit tout à l'heure, des gens qui sont venus, qui ont eu un parcours quelquefois difficile, mais qui, mis à part quelques maladies chroniques, existent quand même, diabète, tuberculose, sida, des maladies graves quelquefois, la plupart sont en bonne santé, sauf que, ils sont atteints, non pas de pathologie, c'est pas une pathologie, mais de souffrance psychique. La souffrance psychique, nous la définissons comme une réaction normale à une situation anormale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, supposé ça, dans les conditions où se trouvent les migrants, réagirait un peu de la même façon. Accueil social, on l'a dit, mais qui peut aller très loin. Par exemple, organisation de matchs de football. Ça paraît bête, mais ça fait partie de la médecine. À Galatasaray. Non, pas à Galatasaray, mais alors c'est une banque jusqu'à présent qui finançait justement ces matchs entre différents, alors il y a eu Cambodge contre le... C'est très sympa, et ça permettait de souder les gens autour de quelques valeurs qui leur permettaient d'échapper pour un temps à leurs conditions. Enfin, troisième élément que nous voyons capital, c'est ce que nous appelons en médecin du monde le plaidoyer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vivre une situation, il ne suffit pas d'essayer d'arranger cette situation pour qu'on soit quitte. L'important, c'est de le dire, de le faire savoir, comme ça se dit aujourd'hui d'ailleurs, et comme Ibrahim l'a très bien fait, de façon à montrer quand même le désespoir de cette situation de migrants. Il n'y a pas un accueil d'ordre juridique aussi? Alors, il y a un accueil faciliter les exfiltrations. Vous êtes très fort. Oui, je suis très fort, je me suis renseigné. Il y a un accueil juridique très important parce que les violations des droits de l'homme sont courantes. Alors, il y a multiples, je vais vous en citer une seule. Une femme travaille dans une entreprise, elle fabrique des sacs toute la journée. Elle va travailler pour un patron, bien sûr de façon totalement illégale.
terriblement courant, et ce qui est la porte d'entrée souvent dans une carrière de prostituée. Alors, finalement, qu'est-ce que vous retiendriez, pour résumer, des acquis de cette mission? Qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce qu'on en a appris? C'est encore plus les psychiatres et les psychologues qui nous aident, encore une fois, devant ces gens qui ont des souffrances, c'est qu'il y a deux conditions très importantes. D'abord, de quelle façon les gens sont partis? Sont-ils partis ou non avec un projet? Il y a ceux qui sont partis d'emblée parce qu'ils avaient une Kalachnikov dans le dos. Puis il y a ceux comme Ibrahim qui, même en étant menacés, sont partis avec un projet. C'est-à-dire celui d'aboutir en France, en l'occurrence, et de compléter ses études. Alors la première chose déjà, il y a ceux qui ont un projet, il y a ceux qui n'en ont pas. Et on pourrait presque dire, dis-moi comment tu es parti, je te dirai comment tu souffres. La deuxième chose, c'est qu'il est capital d'obtenir un réancrage à la fois dans la culture et dans la communauté. C'est pour ça qu'on ne peut pas admettre ce qui se fait en Turquie. On ne peut pas l'admettre. Bon, maintenant, je dirais aussi, d'une manière générale, que si je devais faire un procès, ben non, je m'arrête pas. Oui. Et vous repartez quand? Au mois de janvier, si ça te permet. En attendant, nous avons une anthropologue qui va partir justement, et qui va chercher, qui va essayer d'améliorer, parce que le principe est la formation. Nous, on essaye d'intervenir le moins possible, et le but justement de cette association qu'on soutient déjà depuis, ça sera fini, depuis 3 ans, c'est de partir, de la rendre totalement autonome d'ici 2 ans. On aura fait 5 ans, ça me paraît un bon projet. Merci docteur pour cette consultation qui n'a pas excédé le quart d'heure. Et c'est très bien. Évidemment, toute question que vous avez à poser pourra être posée tout à l'heure dans le cadre de notre débat général. C'est Ali Bensad que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est intervenu fort opportunément en tant que traducteur, et avec qui nous allons parler d'autres itinéraires, tout aussi dangereux à ses yeux que ceux de la Méditerranée, dont nous parlera ensuite Sophie Beau. Et malheureusement, il n'y a pas que la Méditerranée, il n'y a pas qu'en Méditerranée qu'on meurt, n'est-ce pas, Ali? Oui, je pense, les images des naufrages, des morts en Méditerranée ont secoué les opinions publiques. Malheureusement, ce n'est pas seulement en Méditerranée qu'on meurt, comme vous l'avez dit, et les itinéraires qui aboutissent en Méditerranée, et avant même d'arriver en Méditerranée, sont encore, à mon sens, beaucoup plus dangereux. Je parle des itinéraires que je connais assez bien, les itinéraires transsahariens, ceux qui traversent donc le Sahara pour arriver en Méditerranée. Je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu exagéré, mais je ne pense pas. Je dis proportionnellement, je prends la précaution de mettre proportionnellement, on meurt probablement autant, voire plus, pour arriver à la Méditerranée qu'en la traversant. Et parmi ces gens-là qu'on voit qui vont affronter la mort en Méditerranée, une bonne partie d'entre eux a déjà échappé à la mort. Et quand je dis qu'une bonne partie d'entre eux a échappé à la mort, ça veut dire que beaucoup d'autres sont morts, donc à des centaines de kilomètres de la Méditerranée. Et les naufrages dans le désert sont proportionnellement au moins aussi fréquents que ceux en Méditerranée. J'ai envie de dire toujours plus tragique, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans le tragique ou le drame. Voilà, pourquoi j'allais dire c'est un peu tragique, parce que dès mon premier terrain au Sahara, je m'y suis rendu il y a 15 ans, je suis arrivé à Agadez, je me souviens, le 26 février 2000, pof, je suis tombé sur un naufrage. Et à chaque fois que je retourne dans ces régions-là, il y a un naufrage, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une fréquence. Et je me souviens, donc, quand j'y suis arrivé, il y avait 27 migrants qui venaient d'être retrouvés morts de soif dans le désert, pas très loin du camion qui les transportait. Seulement, on sait que les camions, ils transportent toujours plus d'une centaine de personnes. Donc une centaine de personnes dont on ne saura jamais rien. Et donc c'est l'impossibilité même d'une comptabilité macabre qu'on fait en Méditerranée. Au Sahara, elle est impossible. Et donc, pour ces morts, c'est plus qu'un anonymat, c'est un effacement.
pas seulement comme individu, mais même comme nombre. Alors ce naufrage dont je vous ai parlé, il n'y aura aucun écho, bien sûr, dans aucun média, parce qu'on est très loin des rivages de la Méditerranée, à 3000 km en général. C'est dans le huis clos saharo-sahélien, c'est un peu la chape de plomb des pouvoirs autoritaires sahéliens, maghrébins, etc. Un silence qui arrange parce que ça n'a pas le même effet que ce qui se passe en Méditerranée et qui effectivement bouscule les opinions publiques. Mais pourquoi est-il si dangereux de traverser le Sahara, à part qu'il y fait chaud, pour les migrants? Oui, en fait, c'est pas le désert en soi qui est dangereux, contrairement à l'image un peu qu'on nous vend sur le désert. En fait, c'est la répression contre les migrants qui crée le danger. On ne se perd pas n'importe comment au Sahara. Même s'ils sont insuffisants, il y a des itinéraires qui sont très bien connus, qui existent depuis le Moyen-Âge, c'est les mêmes. Il y a eu quand même 1000 années de commerce transsaharien dans ces parages, et donc si bien qu'on peut traverser le Sahara de part en part, sans se perdre, sans bousculer dans l'inconnu. Même les nomades, je vais peut-être un peu égratigner le fantasme des hommes bleus qu'ont certains, c'est des routiniers, c'est pas du tout des aventuriers, c'est des gens qui passent leur temps d'aller d'un point à un autre. Voilà. Donc c'est pour dire que en fait, ces naufrages dans le désert ne sont pas une fatalité du désert. Et on a du mal à définir le naufrage. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, moi, j'entends par naufrage, pour moi, le Sahara, ils sont ça, c'est une mer. Donc, en fait, pourquoi ça arrive? C'est que les gens se perdent, en fait, dans le Sahara, n'arrivent plus à retrouver leurs itinéraires, et, en fait, ils s'en écartent lorsqu'ils constatent qu'il y a un contrôle, ils s'en écartent, et si jamais, l'instant d'après, ils n'arrivent plus à retrouver leur itinéraire, ce qui est par contre là très fréquent dans le Sahara, effectivement, s'ils ne sont pas récupérés au bout d'un certain temps, eh ben, c'est le sable, c'est le truc, etc. J'ai fait moi une petite expérience où on a eu la chance d'un autre camion qui passait pas très loin, et en fait, donc, ce sont ces contrôles, cette véritable chasse aux migrants. C'est ce que vous appelez la répression. Et exactement, et c'est en fait... je dirais que c'est ça qui crée le danger, et justement ces contrôles, cette chasse aux migrants, ils se sont accrus depuis que l'Europe a vu dans ces mouvements, des mouvements qui se destinent forcément vers elle. Ce qu'on va voir, ça n'est pas vrai pour une partie importante de ces mouvements qui vont au Maghreb, comme le disait dans le film, mais comme ça a été traduit dans le sens contraire. Et donc l'Europe, elle a cherché à stopper ces mouvements en amont, bien loin. C'est ce qu'on parle, c'est comme ça quand on dit l'externalisation de la politique migratoire européenne, c'est tout simplement et concrètement cela. C'est-à-dire qu'on a demandé aux pays du Maghreb d'être un peu les sentinelles avancées et aussi les pays sahéliens. Mais pour dire le Kadhafi sur lequel on tape beaucoup maintenant, qui avait une dictature délirante qui a tué des citoyens français, en 2003 on lui a tout pardonné, un peu pour le pétrole, mais surtout parce qu'il s'est présenté comme un barrage très inefficace d'ailleurs, et d'ailleurs, si je peux dire, il ne faut pas tout reporter sur l'Europe, ces pouvoirs maghrébins, bien longtemps qu'avant qu'il y ait ces routes clandestines vers l'Europe, parce que les routes clandestines vers l'Europe, elles ne datent que des années 90. Beaucoup de gens oublient que dans les années 80, un Maghrébin, un Sahélien pouvait venir facilement en Europe, et même sans visa. Et donc ces gens-là, ils allaient d'abord au Maghreb, et les pays maghrébins, maintenant qui effacent tout sur le dos de l'Europe, ne se gênaient pas pour les réprimer, pour essayer de les contenir dans le désert, dans certains secteurs. Et quand eux-mêmes sentaient que certains seuils, entre guillemets, étaient dépassés, ils ne se gênaient pas pour les refouler. D'ailleurs, le danger maintenant, ce n'est pas seulement leur montée, c'est que les États maghrébins les refoulent carrément dans le désert. Ils en font ce qu'avait appelé Foucault, pour les marginaux d'ici, des enfermés dehors. En fait, on les envoie au-delà de la frontière, on ne les met pas en prison, on ne se mouille pas juridiquement, et ils s'enferment eux-mêmes. D'ailleurs, on vient au fait, il y a une forme de violence qui se développe. Je prends un cas, il y a de plus en plus de femmes seules
qui migrent. Au début, moi quand j'ai observé, c'était des femmes qui faisaient de la popote, qui se prostituaient, etc. Mais il y a de plus en plus de femmes qui sont assez autonomes. Le rapport de la femme et de l'homme dans le monde africain n'est pas le même que dans le monde maghrébin. Et bien ces gens-là qu'on refoule, et qu'on enferme, qu'on oblige à s'enfermer eux-mêmes dans le désert, ils sont obligés de trouver des ressources, et bien ils mettent en esclavage ces femmes, les prostituent, avec justement les agents de l'État qui sont dans la région, etc. Et vraiment ça génère une forme de violence physique et psychologique entre les migrants eux-mêmes qui est d'un niveau terrible. Je ne sais pas si nous avons dit d'où viennent ces migrants. Oui, en général, ces migrants viennent des régions sahéliennes d'Afrique, si je peux dire. Et d'ailleurs, en gros, on parle de sécheresse, etc. Tout ça, c'est des bobards. Parce qu'ils ne viennent pas du Sahara. Hein. Ils viennent souvent de régions humides. Au Cameroun, il n'y a pas de sécheresse. Au Nigeria, il n'y a pas de sécheresse, etc. Et de façon générale, d'ailleurs, on le sait très bien maintenant que sur 10 migrants africains, il y en a 9 qui sont ailleurs en Afrique. Et ils font des sauts de puce. Et ces sauts de puce les ont conduits petit à petit au Maghreb. Et c'est comme ça qu'ils sont au Maghreb. Il n'y a qu'une partie d'entre eux qui ensuite, effectivement, va aller en Europe. Et je voulais un peu parler sur le mythe des passeurs criminels, etc. Deux choses. Moi, j'ai vu surtout les migrants, si vous voulez, se transformer parfois en passeurs. Mais en même temps, ce n'est pas des passeurs qui créent le mouvement migratoire. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a un mouvement migratoire qui crée le besoin de structure et des gens, parmi les migrants ou autres, vont répondre opportunément à ce besoin-là et se transformer en passeurs. C'est comme ça que moi j'ai vu des migrants qui ont échoué ou qui ont trouvé plus intéressant finalement, mais ce n'est pas des criminels, ce n'est pas des salauds, ils ont trouvé plus intéressant finalement d'aider les autres à passer, après avoir échoué, etc. Donc c'est vrai qu'on veut se donner bonne conscience en tapant sur les passeurs, peut-être, mais ce n'est pas le passeur qui fait le migrant, c'est le migrant qui fait le passeur. Si peut-être il y avait d'autres conditions, il n'y aurait pas le passeur. Alors. Vous dites que les pays du Maghreb sont des pays d'immigration finalement. Mais quel pays particulièrement? Au Maghreb en général. Je vous dirais, en fait, tous les pays maghrébins viendraient en tête la Libye. La Libye, il faut savoir que c'est le marché de travail le plus important en direction du Sahel. C'est à 2 millions de postes de travail. C'est un peu les pays du Golfe pour le Machrek. C'est ça le Sahel pour la Libye. Et en fait, le transit vers l'Europe, aussi important qu'on puisse le voir, dans la réalité restreint par rapport aux migrants qui se destinent à aller travailler en Libye et s'installer. Je reviens, il n'y a pas très longtemps, les gens que j'ai interrogés, les plus neufs ont 3 ans, et les gens ont 23 ans, 25 ans, etc. Donc un peu cette phobie de vouloir présenter ces migrants comme se destinant en Europe, oui, ils le font, mais c'est dans le cadre toujours de ces sauts de puce. Je dirais aller pour être large, et 70% au moins, c'est pas ça leur truc. Et il faut savoir que c'est depuis les années 60 qu'il y a ce mouvement migratoire très important. Et justement, cette politique européenne qui consiste à voir tout ce qui bouge va aller en Europe, elle a contribué beaucoup à durcir le traitement de ces migrants, à perturber donc des circulations traditionnelles, à perturber des économies et surtout à rendre beaucoup plus fragile la situation des migrants. Puisque ce sont des migrants clandestins qu'on a la légitimité de réprimer, donc même ceux, et j'ai vu ça le cas en Libye, qui n'ont aucune intention, moi j'ai vu des gens qui ne sont jamais partis de Libye avant les événements, ou qui sont venus pour travailler, qui évidemment se font maltraiter par les autres autorités, mais en Libye, on les enferme, on les fait travailler clandestinement, etc. Et de façon générale, au-delà de la Libye, tous les États maghrébins sont devenus très répressifs, mais ne s'interdisent quand même pas d'exploiter et d'utiliser ces migrants, les États, les sociétés, l'Algérie, le Maroc, Tunisie un peu moins parce qu'ils ont très peu de Sahara, il y a surtout des étudiants, etc. Mais vous savez que les régions sahariennes, si je prends le cas de l'Algérie, mais c'est surtout
des migrants sahéliens, mais c'est depuis 40, 50, 60 ans, ce sont eux qui ont bâti ces régions, etc. Ce sont eux qui font les travaux publics et tout. Et là, maintenant, effectivement, jusque-là, il y avait un arrangement pas très bon, forcément. Ils étaient réprimés tout en étant tolérés, mais là, maintenant, on est presque les réprimés. Et vous savez, par exemple, j'étais à Taman Rasset, qu'est-ce qu'ils font, les gens? D'abord, quand il y a une délégation européenne qui va venir, on va en expulser. Mais tous ceux qui sont protégés par leur patron, par les flics, par les militaires, etc., ne sont pas expulsés. Et ceux qui sont expulsés, ils vont revenir tout de suite après. Il y a tout un commerce qui consiste de camions, le camionneur qui va les expulser, c'est le même qui va attendre 24 heures, 36 heures, boire du thé, etc. pour les travaux. C'est qu'il y a cette réalité. Or, là, on vient de se réunir à Malte pour dire migration, Afrique, retenez vos migrants, et on oublie de dire ça, et les pays maghrébins et sahéliens sont très contents qu'on dise, parce que ça veut dire qu'on n'est pas concerné par ces gens-là. Ils viennent vers vous, donnez-nous du fric pour les retenir, alors qu'il s'agit de poser ce qu'a commencé à faire un peu le Maroc, c'est-à-dire de commencer à se poser la question de donner des réponses juridiques et sociales à des gens qui sont présents chez nous. Je dis nous, puisque je revendique toujours mon identité maghrébine, et que, voilà, et l'Europe brouille en poussant toujours à plus de répression, en ayant peur. Oui, je comprends très bien qu'il y a une partie qui y va, mais l'essentiel, il est toujours au Maghreb. Merci. Merci à vous. J'avais une question, mais on la posera tout à l'heure. Merci. Sophie Beau. On est très intéressé par ce que vous allez vous dire, évidemment, sur SOS Méditerranée. Une belle opération qui a d'ailleurs été passablement médiatisée. On ne dirait pas le contraire. Et vous avez fait ce qu'il fallait pour. Bravo. Alors, j'en arrive à vous avec une première question sur le point, en somme, des naufrages en Méditerranée qui semble avoir pris une ampleur folle au cours des années. Alors, effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas récent. Le rappelait, hein, depuis les années 90, il est plus difficile d'arriver en Europe par des voies légales et en tout cas sûres, et de plus en plus, les gens prennent des risques inconsidérés. On le disait tout à l'heure aussi, sont prêts à mettre leur vie en danger pour arriver jusqu'en Europe. Moi, j'aimerais juste, avant de démarrer cette intervention, rebondir sur les points de sémantique qui ont été faits dans la première table ronde et en introduction par le président Saint-Étienne, parce que là aussi, on ne parle pas de boat people. Vous aurez peut-être remarqué que sur la question de la Méditerranée, pourquoi, quand on s'approche de la Méditerranée et de l'Europe notamment, on ne parle plus de boat people, mais on parle de migrants, de réfugiés. C'est une petite remarque préliminaire que je vous invite à méditer chacun d'entre nous. Vous savez que les boat people font référence à une situation humanitaire qu'on a connue très lointaine en mer de Chine avec les Vietnamiens. Et là, pour le coup, les dispositifs humanitaires, les Occidentaux, portaient assistance à des victimes qui étaient des boat people dans ce contexte-là. C'était une petite remarque d'introduction. Donc pour planter un petit peu le décor sur l'état des lieux de ces naufrages, vous voyez que le nombre d'arrivées par la mer, alors on a une courbe depuis 2008 là, a explosé. Il y a eu un premier petit pic en 2011 et puis ça a explosé en 2013-2014 parce que effectivement, comme l'ont dit plusieurs intervenants, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, les circonstances pour arriver en Europe par des voies légales et terrestres sont de plus en plus difficiles. Vous le savez, les pays européens érigent des barrières, des clôtures, des frontières infranchissables de plus en plus, et donc le choix rationnel, et je suis contente qu'on l'ait dit, les gens ne sont pas fous quand ils mettent leur vie en danger pour traverser la mer Méditerranée, le choix rationnel qui se fait de plus en plus pour pouvoir arriver en Europe, c'est malgré tout de quand même de choisir cette voie qui est extrêmement mortelle. Alors pourquoi il y a autant de victimes? Vous voyez là un exemple de bateau qui est très couramment utilisé à l'heure actuelle entre la Turquie et la Grèce. C'est donc des bateaux gonflables que vous pouvez acheter chez votre épicier et que vous gonflez à la main et que, enfin, avec votre propre souffle, et que après vous allez traverser la mer avec des petites pagaies qui vous donnent éventuellement, si vous avez de la chance. Voilà un
petit peu avec l'inflation de ce rythme des traversées, voilà ce que les gens sont amenés à emprunter comme moyen. C'est aussi une manière de pouvoir accéder de manière plus rentable économiquement à des moyens accessibles, plutôt que de se faire prendre dans le jeu des passeurs avec des bateaux, avec des coûts de traversée qui sont exorbitants. On parle de plusieurs milliers d'euros pour atterrir dans des bateaux poubelles, donc vous avez certainement des exemples en tête. Mais je voulais quand même notamment rappeler que finalement, voilà les moyens de traverser à l'heure actuelle. Mais Ibrahim n'a même pas bénéficié d'un tel moyen, j'imagine. Tout à l'heure, il nous a parlé d'une autre embarcation plus précaire, avec laquelle il était obligé de ramer avec ses propres mains. Enfin, ces bateaux, là vous voyez une photo. C'est ça, c'était le même bateau. Voilà. C'est des bateaux qui sont utilisés entre la Turquie et la Grèce. Et là, la photo que vous voyez, ce n'est pas du côté grec, mais du côté turc. C'est-à-dire ce sont des migrants qui ont été rejetés du côté turc et qui, certainement, pour les mêmes raisons qu'Ibrahim avec l'eau qui monte dans le bateau, ont été obligés de revenir du côté turc. C'est même franchir quelques kilomètres de Méditerranée avec ces petits bateaux, vous imaginez le risque que les gens prennent. Donc le bilan actuellement est dramatique, comme le rappelait Bernard Grange aussi en introduction de cette table ronde, avec la pression de plus en plus forte du côté du nombre de traversées entre la Turquie et la Grèce, puisque en fait les chiffres, j'ai actualisé la carte avant-hier, il y avait déjà 30 000 personnes de plus qui avaient tenté de traverser la mer Méditerranée depuis la semaine précédente. On est sur des rythmes de traversée d'environ 5 à 7 000 personnes par jour entre la Turquie et la Grèce en ce moment. Et donc le nombre total de traversées par voie maritime recensées, parce qu'il y en a certainement qui ne sont pas recensées, mais recensées, c'est plus de 800 000 entre début janvier et le 11 novembre 2015, avec en masse un très très gros focus entre la Turquie et la Grèce, plus de 660 000 traversées entre la Turquie et la Grèce, avec une accélération récente et notamment depuis la fin de l'été. Au mois d'octobre, il y a eu autant de traversées que sur l'ensemble de l'année 2014, voilà, entre la Turquie et la Grèce. Mais encore de très nombreuses traversées entre la Libye et l'Italie, et c'est là qu'il y a le plus de victimes en mer, parce que les trajets sont très très longs, bien que les passeurs parlent de... quand ils arrivent près des groupes qui s'apprêtent à franchir la Méditerranée, ils leur disent tout droit, dans 2 heures, vous arrivez à Lampedusa. Alors je vous laisse imaginer, depuis les côtes libyennes, Lampedusa, d'abord c'est un petit caillou au milieu de la mer Méditerranée, très difficilement... c'est difficile d'arriver à Lampedusa quand on ne sait pas naviguer, qu'on n'a pas les moyens de navigation et encore plus sur des barques qui prennent l'eau. Et donc, le bilan de victimes est de 2870 personnes recensées. Et là, on dit qu'on recense les victimes en mer Méditerranée, bien sûr, pour les événements que l'on connaît. Il y a aussi, évidemment, des naufrages sans témoins, et on ne recense pas. Donc ces chiffres sont de toute façon des chiffres à minima qu'on prend comme point de repère. Il y a un travail quand même qui a été fait depuis quelques années par une association de journalistes qui a permis de remonter un petit peu et de croiser toutes les sources, en allant interroger aussi les survivants pour savoir combien de personnes étaient au départ dans ces embarcations, parce que sinon au départ les chiffres officiels étaient nourris des statistiques de personnes identifiées. Évidemment, vous pouvez bien imaginer que plein de gens disparaissent en mer Méditerranée sans laisser leur carte d'identité et sans qu'on sache. Voilà, donc c'est un bilan qui est dramatique. Depuis le début des années 2000, on estime à environ 30 000 personnes qui sont identifiées, recensées, disparues, plus tous les autres qu'on ne peut pas quantifier. Et alors, les États, que font-ils dans ce contexte? Quels moyens mettent-ils en œuvre face à cette catastrophe? Il y en a quand même un certain nombre. Oui, bien sûr. Les autorités, notamment par exemple les Italiens, qui étaient très concernés par cette route centrale de la Méditerranée centrale, n'ont pas attendu, je vous rassure, la Suez Méditerranée pour intervenir. Depuis les années 2000, les gardes-côtes sont vraiment en première ligne. Alors, qu'est-ce que fait un garde-côte? Par définition, son mandat, c'est de protéger les frontières. Ce n'est pas de faire du sauvetage en mer, et encore moins dans les eaux internationales, en haute mer, là où se passent les naufrages. Et c'est exactement ça le problème, c'est-à-dire que la situation
situation actuelle, notamment sur ce trajet Libye-Italie, qui est encore une route très empruntée et qui est surtout la plus mortelle, puisque vous voyez en dessous, j'ai mis les chiffres, on est quand même à un taux de mortalité de 2%, 20 pour 1000. Et là, on ne parle que des personnes identifiées, recensées, disparues en Méditerranée. Donc, les naufrages et les zones de détresse ont lieu au large des côtes libyennes et non pas devant les côtes italiennes, sauf parfois, ça peut arriver. Il y a eu d'ailleurs un naufrage qui a eu un très fort retentissement médiatique à quelques kilomètres de Lampedusa en 2013, et il y avait eu l'appel du pape qui, la même année, en 2013, a parlé de la mondialisation de l'indifférence et qui a, à ce moment-là, permis d'avoir un vrai focus médiatique et peut-être même un emballement médiatique depuis cette date. Mais moi, je reviens un petit peu à ce qui a été dit. On parle cette année beaucoup des naufrages en mer Méditerranée. On en a parlé finalement assez peu dans les années 2000 et dans le début des années 2010. Donc c'est cette approche vraiment sécuritaire avec donc des gardes-côtes, mais aussi, vous avez certainement entendu parler de l'opération qui a été mise en place par l'Union européenne, EUNAVFOR Med, qui, dans le cadre des opérations de Frontex, Frontex c'est l'agence de protection des frontières européennes, et Frontex a eu plusieurs opérations en Méditerranée, l'opération Triton, qui s'était substituée à une autre opération italienne, celle-là, Mare Nostrum. Mare Nostrum qui avait pour mandat le sauvetage en mer, qui a duré donc pendant un an, entre 2013 et 2014. Cette opération a permis de sauver 150 000 personnes. Alors on sait exactement, c'est ça le paradoxe, et j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, on sait comment il faut faire pour sauver les personnes. Il faut positionner des bateaux, c'est ce qu'a fait Mare Nostrum pendant un an avec les autorités italiennes. Ils ont positionné leurs bateaux dans les eaux internationales, proches de la Libye, et ils pouvaient intervenir dès qu'il y avait des détresses. C'est à ce moment-là qu'ils ont sauvé donc 150 000 personnes. À l'heure actuelle, ça a été torpillé par l'Union européenne en octobre 2014. Le dispositif de remplacement, c'est un dispositif donc, sous l'égide de Frontex, et ensuite une opération qui s'est mise en place s'appelle EUNAVFOR Med et qui s'appelle maintenant SOFIA, et qui a pour mandat très clairement, c'est énoncé comme tel, la lutte contre les passeurs, et non pas le sauvetage en mer. Donc notre constat, si vous voulez, c'est que ça laisse la question du sauvetage entière et sans réponse adéquate. Et donc c'est pour ça que vous qui représentez la société civile, avec votre initiative SOS Méditerranée, avez pris la décision d'intervenir. Et c'est de ça qu'il faudrait parler maintenant, parce que le temps passe, il nous reste 4 minutes. Vous y reviendrez évidemment dans le cours du débat, parce qu'on vous posera des questions, mais insistons maintenant sur ce pourquoi vous êtes venu finalement aujourd'hui. C'est pour alerter plus globalement, pas seulement présenter SOS Méditerranée, mais c'est pour alerter sur cette situation. SOS Méditerranée, c'est une association qu'on souhaitait européenne. Alors, le droit européen ne nous a pas permis de créer une association européenne. Donc, on a une association en Allemagne, une en France, on est en train d'en créer une en Italie, et on a d'autres groupes de citoyens qui sont en train de se mettre en place dans d'autres pays également. Pourquoi? Parce que justement, on sait ce qu'il faut faire. Comme je le disais tout à l'heure, les Italiens, avec l'opération Mare Nostrum, ont très clairement démontré comment cette question du sauvetage en mer devait être gérée pour pouvoir minimiser le nombre de décès en mer, hein, puisqu'il y a de nombreux naufrages, il y a des bateaux qui dérivent pendant des jours et des jours. D'ailleurs, entre parenthèses, on parle beaucoup des naufrages, on ne parle pas de ces bateaux qui dérivent, mais il y a beaucoup de morts qui se font, pas forcément au moment des naufrages, mais parce que les personnes sont dans des situations de déshydratation, des brûlures chimiques aussi à cause du fioul, etc., de l'hypothermie. Donc ce n'est pas seulement la noyade qui est la cause de décès en mer Méditerranée. Donc cette opération a pour but de lancer une initiative civile européenne de sauvetage en mer Méditerranée. C'est une opération en partenariat avec Médecins du Monde qui s'engage à médicaliser les opérations sur le bateau. Peut-être montrer voilà, le bateau qu'on a identifié. L'idée étant qu'il faut se situer en dehors des aléas des politiques nationales et européennes, parce qu'on l'a trop vu ces dernières années. On sait faire, mais on ne fait pas. Parce qu'il y a des désaccords au niveau de l'Union européenne, que certains États font pression, au vu de leur opinion publique, au vu de leurs enjeux internes. Cette question ne peut pas attendre la fin des débats politiques.
au sein de l'Union. Enfin, je veux dire, c'est complètement insensé. On est face à une catastrophe humanitaire, on sait comment intervenir et on débat au niveau de l'Union européenne. Donc notre postulat, c'est de mettre en place cette association avec à terme, si possible, plusieurs bateaux pour intervenir sur les zones critiques en mer Méditerranée. Et on se base sur un modèle historique qui existe, qui est celui des sociétés civiles de sauvetage qui ont été créées au XIXe siècle, lorsque les Européens partaient en Amérique et qu'il y avait des naufrages, et qu'à ce moment-là, des philanthropes à terre se sont dit que ce serait peut-être intéressant de s'organiser pour pouvoir venir en aide à ces personnes qui quittent le continent européen. À l'époque, c'était dans l'autre sens. Voilà. Sophie, je suis désolé de vous interrompre, mais nous allons certainement avoir l'occasion d'insister, et je le ferai personnellement, si les questions n'affluaient pas, sur les suites de cette opération. Je voudrais peut-être juste donner un mot de conclusion, si c'est possible, sur la question de la non-assistance à personne en danger, qui était le titre de l'intervention. Moi, j'aimerais qu'on se questionne collectivement sur notre responsabilité collective, en tant que citoyen, en tant qu'humanitaire également, parce que je peux vous dire qu'il y a 10 ans, quand je travaillais à Médecins du Monde, on se posait déjà la question de comment faire pour intervenir en mer Méditerranée. On est en 2015. Juste aussi, pour ouvrir le champ de la réflexion, citer un article d'un anthropologue qui s'appelle Claude Calame, qui a fait un édito du Monde au mois d'avril dernier. C'était juste avant les 2 énormes naufrages qui ont fait 400 et 800 personnes noyées, là pour le coup. Et donc, cette citation que je voudrais vous lire, c'est la suivante. Désormais, par la stratégie concertée d'érection de murs physiques et de contrôle policier, avec les conséquences destructrices de vie humaine qu'impliquent ces barrières, on s'approche de la définition officielle d'un crime contre l'humanité, soit la violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, et ceci par une action politique délibérée. Il me semble très intéressant d'avoir ce recul à un moment donné où voilà, je pense qu'on doit vraiment s'interroger collectivement sur nos responsabilités face à cette situation, et je serais contente de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sophie Beau. J'ai une question, moi. Est-ce que nous avons toujours 3 quarts d'heure? Personne ne proteste? Vous n'avez pas encore trop faim? Bien. Donc nous avons 3 quarts d'heure pour le débat général. Nous avons été éclairés par nos 3 intervenants, donc nous pouvons maintenant entamer une conversation plus large autour du thème du trajet. Vous avez sans doute vous-même de nombreuses questions à poser à nos 3 intervenants, mais peut-être eux-mêmes ont-ils des questions à se poser les uns aux autres, ça serait aussi intéressant, ou des précisions à apporter. Un seul conseil, donc, ne faites pas trop long. Et moi, je vais me permettre de poser la première question à Bernard Grandjean, d'autant que c'est une question d'actualité, concernant la Turquie, dont il vient de nous parler. C'est Le Monde d'hier qui traitait de ce sujet, à propos du sommet Europe-Afrique de Malte. Et il évoquait l'engagement de la Commission européenne dans une négociation incertaine pour convaincre Ankara de garder les 2 millions de réfugiés syriens sur son territoire, ou du moins de freiner leur arrivée en Europe. Un plan d'action qui proposait en échange à la Turquie la somme de 3 milliards d'euros, premièrement, la libéralisation de visas, deuxièmement, et une accélération du processus d'adhésion à l'Union européenne, troisièmement. Si ce plan se concrétisait, Mme Grandjean, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la mission des ONG humanitaires? Très sincèrement, je ne pense rien du tout. Je suis honteux d'entendre des choses comme ça. Pardon. Et ça me permet de rebondir sur ce que disait Ali Ben Saad. C'est la recherche du bouc émissaire. Le passeur. Nous, en Turquie, comment est-ce que nous avons acquis le contact avec la communauté africaine? Grâce au passeur. C'est-à-dire que, oui, c'est un journaliste qui nous a alertés, qui nous a donné le nom d'un passeur avec lequel il travaillait lui-même, et c'est comme ça qu'on a pu avoir le contact avec la communauté. Alors les passeurs,
comme il y en avait du temps de la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait passer, alors quelquefois d'une manière totalement malhonnête et en le livrant aux Allemands, qui faisait passer des gens qui laissaient traverser les Pyrénées. Donc arrêtons de désigner des coupables, alors que les coupables, c'est nous. C'est nous. Alors la Turquie n'est pas un pays vraiment très sympathique, à bien les points de vue. Surtout en ce moment, je dirais, avec le gouvernement Erdogan, qui vient d'obtenir une majorité absolue, mais qui est un pays qui emprisonne en particulier les journalistes. Il y a une centaine de journalistes qui sont emprisonnés, qui nivellent, qui rabotent toute opposition. Donc vraiment, ce n'est pas un pays sympathique. Au demeurant, c'est quand même un pays qui accueille 4 millions de réfugiés. Bon, alors moi je me dis, quand même, est-ce que c'est pas plutôt à nous de réagir? Alors quand je dis nous, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sophie Beau. Nous, c'est l'opinion publique, c'est vous qui êtes là. C'est nous, c'est pas nos gouvernants. Nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Même ceux qui sont de bonne volonté, il y a un pays qu'on a quand même désigné comme un pays tout à fait modèle, qui est l'Allemagne, hein, qui a accepté d'accueillir un monde, une quantité invraisemblable de réfugiés. Elle s'en mord les doigts actuellement, parce que son opinion publique est contre elle. Donc je pense que c'est vraiment l'opinion publique qui convient de travailler. Et le jour où l'opinion publique se dira c'est nous qui sommes en charge, nous individuellement, nous chacun d'entre nous, du problème des réfugiés, nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Et c'est certainement pas en luttant contre les passeurs, c'est certainement pas en mettant des barrières multiples qui sont criminogènes chacune. Parce que s'il y a des morts en Méditerranée comme ça, c'est parce que nous barrons complètement, et on le voit bien avec la Turquie. La Turquie, avant, les gens passaient par la route des Balkans et passaient par la terre. Ils ne se noyaient pas. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais ils ne se noyaient pas. Bon, maintenant, de plus en plus, il y a des barrières de tous les côtés. Il y en a en Serbie, il y en a en Bulgarie, il y en a en Grèce, il y en a en Slovénie. Les gens ne peuvent plus passer de plus en plus difficilement, ils prennent de plus en plus de risques. Parce que quand ils veulent passer, ils passeront, il faut se le dire. Donc, de toute façon, nous aurons des réfugiés qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité qui va aller en grandissant. Avec, on y a fait allusion ce matin, les réfugiés climatiques. Bon, dès maintenant, on prévoit pour l'Europe, en réfugiés traditionnels, on prévoit 3 millions de réfugiés dans les années qui viennent, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Plus les réfugiés climatiques, qui sont déjà appréciés à 100 millions, et peut-être davantage. Sachez qu'avec l'augmentation de la température, il est question que Shanghai soit recouvert par les eaux. Quand vous aurez une chose comme ça, c'est des millions, des centaines de millions de réfugiés qui vont venir. Je crois qu'il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, il faut au moins réfléchir, prendre conscience et se dire que ce n'est pas au gouvernement de régler le problème. Merci, Bernard Grandjean. Alors, question. Oui, bien sûr, bien sûr. Prenez le micro. Oui, en fait, par rapport à... je crois qu'au-delà de la question des réfugiés, les gens bougent, ont toujours bougé et bougeront encore. Et c'est bien de mettre en perspective des chiffres. Je suis géographe, donc c'est un de mes instruments, même si je n'y crois pas beaucoup. Alors, Sophie parlait tout à l'heure des États-Unis, des gens qui y allaient et qui a eu une société civile pour les recueillir. Il faut rappeler, quoique c'est vrai que c'est un pays un peu différent, qu'en presque 80 ans, il y a eu 60 millions d'Européens qui sont partis aux États-Unis. Et qu'entre 1900 et 1913, il y avait 1 million par an d'Européens, au même moment où d'autres Européens émigraient en Europe. Et c'était le cas de la France, qui recevait des Italiens, etc. Alors, rappelez quelques chiffres. Elle a parlé des boat people, la mort de Glucksmann a remis ça l'autre jour. Vous savez que la France avait accueilli 210 000 Vietnamiens et Cambodgiens, même pas en une année, en très peu de temps. Et c'est vrai, cette sémantique, c'est des boat people, parce qu'ils viennent d'ailleurs, c'est des gens qui sont contre le communisme, etc. Et puis, non, les Syriens, c'est autre chose. Je voudrais rappeler aussi 2 ou 3 chiffres. Vous savez que dans les années 60, les Portugais, il y a eu quelques années où il y en avait entre 100 et 120 000 par an, à la demande, c'est vrai que c'était une période de croissance économique, etc., à la demande pressante du gouvernement français, et le gouvernement portugais était obligé de maquiller les chiffres à son opinion publique parce que ça faisait une trop grande hémorragie.
les réfugiés, les républicains espagnols, il y en a eu près de 400 000 en une année. Je ne parlerai pas des rapatriés d'Afrique du Nord, 1,5 million en très peu de temps, dans de meilleures conditions économiques. Et souvent, en fait, le nombre, ça dépend comment. Les rapatriés d'Afrique du Nord, ben, ils ont créé une dynamique économique eux-mêmes. Donc quand on ne parle pas les gens, etc. Je donnais un autre chiffre. Les gens pensent toujours qu'il y a eu des visas. Vous savez que, et moi je l'ai pratiqué, puisque j'étais de l'autre côté de la rive, jusqu'en 86, voire 88, on pouvait venir en France sans visa. Lorsqu'en 86, on a commencé à installer des visas, ce n'était pas pour l'immigration, c'était parce qu'il y avait, dans le temps, c'était des attentats iraniens, libanais, d'extrême gauche, on voulait avoir une traçabilité. Et vous savez, dans une ville comme Marseille, enfin, en France, il y avait 1 million d'Algériens par an, pas de voyageurs, mais de personnes différentes qui venaient et qui repartaient. Alors, à Marseille, on pouvait souvent voir les gens dormir dans les jardins, parce qu'en fait, ils avaient du pécule et ils venaient faire des coups, et ils repartaient. Et en fait, il n'y avait pas de migrants clandestins parce qu'il y avait cette possibilité de repartir. Parce que quand on n'arrive pas à s'intégrer, quand on n'arrive pas à avoir mieux, et ben on repart. L'Allemagne aussi, lorsque on a permis, je vivais là-bas en cette période, à la Pologne de ne plus avoir de visa, à Hambourg, le parti d'extrême droite avait réussi à rentrer au Parlement sur la base les Polonais nous envahissent. Et bien les Polonais qui étaient à Hambourg sont partis et étaient dans un truc cyclique. Entre le Mexique et les États-Unis, il y a 2 millions de personnes par an qui cherchent à rentrer clandestinement. Mais il y a 2 millions de personnes qui circulent légalement entre le Mexique et les États-Unis, non pas par an, non pas par mois, non pas par semaine, mais par jour. Parce que dès que vous établissez, parce qu'il y a les fameuses, je prononce mal l'espagnol, máquina Torres, etc., et vous ne pouvez pas aider le problème en Méditerranée. L'Europe a des problèmes de croissance parce qu'elle refuse d'investir dans son sud. On investit entre 1 à 2% grâce aux Espagnols et aux Italiens. Les Japonais, c'est 20%. Les Américains, c'est 20% dans le sud. Et c'est tout ça. Et on est là, on considère que l'Europe perd 0,3 points de croissance et la France le double par an à cause du fait qu'on se ligote les bras parce qu'on a peur que si on investit, si on fait des choses, ça va circuler, et c'est vrai, ça va circuler. Ça sera comme ça, qu'on le veuille ou non, et ça a toujours été comme ça. Et jusqu'au bout, c'est vrai que les conditions étaient meilleures, mais on allait chercher des travailleurs, avec des sergents, recruteurs, etc. Et donc, moi je ne parle même pas de réfugiés, je parle de gens qui vont bouger. Si on prend une ville comme Marseille, en fait, de différentes couches de gens qui vont bouger. Peut-être la plus récente, c'est la mienne, mais voilà. Merci, Ali. Alors, à vous, ici, là-bas, madame qui a levé le bras la première, et puis ensuite au fond. Bonjour, moi j'aurais une question pour monsieur Bensad. Bonjour et merci pour votre intervention. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant, donc vous avez dit qu'il n'y avait pas qu'en Méditerranée qu'on mourait, et notamment vous avez parlé du désert saharien. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me donner des précisions sur les Sahraouis qui quittent le Maroc pour aller en Algérie. Voilà, est-ce que c'est des migrants, est-ce que c'est des réfugiés? Enfin, je voulais savoir si vous aviez des précisions en fait sur ce thème-là. Vous voulez parler de gens qui sont dans l'ancien territoire espagnol, c'est ça? C'est ça. Bon, ceux-là, ils sont considérés comme des réfugiés, forcément, puisqu'ils sont dans des camps de réfugiés. Hein? Mais c'est quoi leur point, enfin, leur objectif final en fait? C'est de rester en Algérie, c'est de traverser, c'est... Non, alors, ce sont les moins concernés par les questions migratoires, puisque en fait, ce sont des gens qui sont dans des camps, ils sont structurés politiquement,
militairement, ils ont un gouvernement, ils sont en fait, oui, alors ils ont le statut de réfugiés politiques, statut que l'Algérie ne donne pas aux migrants subsahariens, mais elle le donne aux Sahraouis parce qu'il y a une dividende politique, si je peux dire. Non, là, c'est vraiment des réfugiés en attente de revenir au Maroc, enfin, à leur territoire, et d'ailleurs, leur revendication est qu'il y ait un vote. Et le grand conflit entre les Sahraouis et les Algériens d'une part et les Marocains, c'est qu'il y ait un vote d'autodétermination. Alors le Maroc lâche du lest, régionalisation poussée, et considère que c'est une question de souveraineté nationale. Donc là, on a vraiment, c'est des réfugiés types. Et même que le Maroc considère même qu'ils sont otages, je ne sais pas. Mais ils sont dans des camps, dans le sud algérien. Ce ne sont pas eux qui donnent du tout les migrants. Autre question. Merci. Au fond, derrière vous, monsieur, après ça sera arrivé. Bonjour, tout d'abord c'était pour rebondir sur la dernière intervention de M. Ben Saad, justement sur l'ouverture des frontières. Enfin, on a parlé des problèmes, quelles sont les solutions, et il y a eu beaucoup de mouvements, Open the Borders, No Borders, sur justement de limiter, enfin de réduire les frontières de l'Europe pour favoriser une démigration qui reviendrait, qui repartirait. Et du coup, je voudrais avoir votre avis à vous trois sur ces solutions possibles qui sont pour le moment pas du tout mises en place, mais sur qu'est-ce qui serait possible de faire, et justement au niveau de la justification, vous dites que les gens repartent, sur quelle source vous basez ça et comment on peut le justifier justement? Alors on est déjà un peu sur le troisième thème de l'arrivée, les gens qui resteraient. Mais enfin la question est posée, donc est-ce que vous voulez y répondre? Bon, c'est un débat difficile, qui agite beaucoup Médecins du Monde. Nous sommes globalement pour aller vers une liberté de circulation. Je crois que ça arrangerait beaucoup de choses. On dit que ça favoriserait le terrorisme et tout ça. Nous n'en croyons rien. Sur le plan économique, il y a des tas de pays qui ne demandent que cela et qui ont besoin de main-d'œuvre. Je pense à l'Allemagne en particulier, c'est une des raisons pour laquelle elle s'est montrée si généreuse. Ça permettrait aux gens d'aller et de venir. Nous avons une mission, en Médecins du Monde, Marseille, que nous appelons la mission Kouroubi. Pas très joli comme nom. Bref, ce sont des gens qui sont venus il y a une vingtaine d'années, ce sont des Tunisiens qui sont venus il y a une vingtaine d'années aux alentours de l'étang de terre pour, comme main-d'œuvre, il y a beaucoup de serres là-bas, beaucoup d'agriculture, d'agrumes et tout ça. Bon. Ces gens sont venus au temps où il était possible de repartir. Maintenant, ils ne peuvent plus. Ils sont donc bloqués au niveau de l'étang de terre sans pouvoir repartir. Et les temps, ni français, ils ne le seront jamais, ni tunisiens, ils ne le seront plus. Voilà, à mon avis, quelque chose qui doit quand même solliciter la réflexion et se dire que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bon, une certaine forme de liberté de circulation. Bon, c'est souvent des problèmes difficiles, qui débordent largement le problème de la santé des gens, et je pense que c'est quand même ce vers quoi il faut essayer d'espérer. Je ne sais pas si Alice sera d'accord. Personnellement, je reste réaliste, je ne dis pas qu'il faut ouvrir demain les frontières, mais il faut arrêter d'être dans une logique de fermeture et d'ouvrir petit à petit. Moi, je dirais une chose, au lieu de mettre plus de garde-côtes, il faut mettre peut-être plus d'inspecteurs du travail. Parce que, en fait, ben oui, le problème, en fait, ce n'est pas les migrants qui arrivent. Le problème, c'est toute leur exploitation. S'il n'y a pas de travail noir, donc si on crée les conditions sociales pour qu'il n'y ait que de l'intégration et pas de l'exploitation. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps entre la France et l'Algérie, bon, avec un autre statut, étudiant, ensuite chercheur, etc. Et j'en ai croisé dans le temps où on pouvait circuler, qui rêvaient d'Europe, qui venaient
et qui avaient pour la plupart des désillusions et qui repartaient, ou qui trouvaient que c'était mieux de rester chez soi, et certains avaient de façon digne, normale, etc., réussi à s'intégrer. Moi je dis que, et oui, c'est-à-dire à partir du moment où on circule, c'est le pays qui doit se prémunir je répète encore une fois, il faut plus d'inspecteurs du travail que de douaniers, de policiers, etc. Malheureusement, il n'y en a pas assez déjà pour protéger les travailleurs français qui sont sur place. Moi, je pourrais aller jusqu'à plus grave que ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Moi, je suis pour la liberté de circulation, qui amène à ce que, effectivement, pour certaines prestations sociales, etc., ne pas les donner. Oui, pourquoi pas, mais ne pas bloquer les gens dans leur truc. Voilà, et je pense qu'il y a une régulation. Ces gens-là qui croient beaucoup à la main invisible du marché, eh ben, on peut l'étendre à cela. C'est-à-dire que, et en fait compte, ça profitera aux deux. C'est-à-dire que seuls les gens qui réussissent à avoir une place digne qui leur convienne sont là, et c'est intéressant d'avoir, si je peux dire, ces gens-là. Moi, je crois qu'effectivement, à partir du moment où les gens circulent, ils ont la liberté de choix, et les gens n'ont jamais le choix du pire pour eux-mêmes. Hein. Et je pense qu'on peut le voir, j'avais donné le cas des Algériens jusqu'aux années 80, des Polonais, etc. Mais c'est vrai que lorsque vous traversez, sans revenir, une chose, revenons toujours aux statistiques, jusqu'en 1973, la majeure partie des travailleurs maghrébins étaient dans ce qu'on appelle une noria, c'est-à-dire vous aviez pour 3 postes de travail 4 maghrébins, 1 était au pays et 3 étaient sur place, et ne ramenaient pas leur famille. Et il n'était pas très facile de manger arabe dans une ville comme Marseille, hein, parce qu'ils n'étaient pas dans l'espace public. Mais en 73-74, toujours des faits pervers, et les statistiques le montrent, à partir du moment où on a arrêté l'immigration, c'est là qu'on a eu les regroupements familiaux, parce que les gens ne voulaient plus repartir, puisque s'ils repartaient, ils ne revenaient pas. Et ils ont légitimement fait venir leur famille, etc. Alors, pour parler le langage des autres, entre guillemets, et c'est là qu'on commençait les problèmes, si je peux dire, parce qu'il y avait... Hein, on n'avait pas de véritable société immigrée en France. Hein, même à Marseille, les gens étaient dans les marges, ils n'étaient pas dans l'espace public, eux-mêmes s'excluaient de cet espace public. Comme quoi, plus on prend de mesures pour fermer, et plus on a d'immigrés, mais pas dans le bon sens qu'on les a, parce qu'on est force. Rien que cette donnée 73, on a les statistiques, parce que tout était encore régulé légal, nous montre que, moi je ne le dis même pas par humanisme, hein, je ne le dis pas réalisme. En fait, c'est comme ça qu'on est en train de rentrer dans le mur. Et alors que moi j'ai vécu une période personnellement où on venait, on repartait, il y avait bien sûr l'attirance de l'Europe, etc. Mais 99% de gens que je connaissais qui étaient attirés repartaient, et ils avaient plus d'atouts que ceux qui viennent migrer dans des conditions difficiles aujourd'hui. Merci Ali Bensad. À vous, monsieur. Tant pis pour vous, c'est encore sur vous que ça tombe. Docteur Belobradov, je voudrais que vous semblez doté d'une liberté d'expression. J'aimerais que vous nous donniez votre opinion sur la position des pays du Maghreb dans cette problématique d'immigration, et en particulier de l'Algérie. Alors je vais vous donner un exemple bien précis. En Algérie, il y a actuellement, vous le savez, entre Gardaïa et Tam, un grand chantier pharaonique pour construire un paille. Et comme par hasard, ce chantier a été confié à des Chinois, que j'appelle personnellement des criquets pèlerins. Vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion. Est-ce que vous trouvez normal que des gouvernements, comme le gouvernement algérien, puissent adopter ce genre d'attitude face à nos problèmes qui nous occupent actuellement? Alors, Ali, une réponse brève, s'il vous plaît. Je ne vais pas aussi parler que de... Voilà, je pense
peut-être si on aura le temps ou en aparté. Non, mais vous pouvez quand même répondre, mais monsieur vous pose une question, ça vous embarrasse? Non? Non, ça ne m'embarrasse pas, mais je ne voudrais pas... Oui, mais vous inquiétez pas, non. Je vous dis brièvement, répondez-lui s'il vous plaît, et après nous donnons la parole aux autres. Non, eh bien oui, alors on peut parler librement. Non, c'est pas une question de liberté, c'est une question de ne pas être tout le temps au crachoir et d'empêcher les autres. C'est moi le chef, je vous autorise à parler 2 minutes. Bon, alors parce que c'est un pays qui ne veut pas développer son pays, mais qui veut avoir la paix sociale et l'efficacité, on ramène des Chinois. Mais je vais vous dire 2 choses. Ces Chinois-là, qui sont souvent venus encadrer dans des sociétés. Vous savez qu'il y a maintenant des Chinatowns en Algérie, comme quoi, même dans un pays comme ça, des gens qui sont complètement différents culturellement, etc., eh ben, finissent, et j'ai des vidéos où les Chinois parlent avec un accent algérois que je n'ai pas moi, qui suis à 200 km d'Alger. Deuxièmement, ces Chinois, eh ben, ils utilisent des migrants subsahariens que le pouvoir algérien ne veut pas reconnaître, comme en Libye, les Turcs, etc., parce qu'ils reviennent pas cher. Et vous voyez qu'on ne s'en sort pas de l'histoire de migration. C'est des pays qui veulent avoir clé en main, ne rien construire. Ils ont fait venir des Chinois parce que, garantie, c'est des gens qui ne restent pas. Et ben, résultat des courses, les Chinois restent et ils font travailler les subsahariens. Voilà. Bon. C'est une belle réponse. Hein. Merci de votre réponse. Alors, oui. Donc, je vais simplement dire que les Chinois empochent le fric en faisant travailler d'autres ouvriers, qu'ils vivent en autarcie complète. La seule chose qui les fait sortir de leur campement, c'est pour aller acheter le pain. Et encore. Mais méfiez-vous du mot autarcie, parce que je vous dis, malgré l'autarcie officielle, les Chinois se marient avec les Algériennes, etc. Dans la région d'Alger, Bab-ez-Zouar, la région proche de l'aéroport, il y a maintenant une Chinatown en Algérie où on peut aller chez des commerçants chinois, manger chinois, dormir chez des Chinois et vous avez des communistes. Je vous parlais des criquets pèlerins, il faut que ça se reproduise et puis on arrête. Mais voilà un beau mélange. Hein. Alors, moi j'ai une question, oui, mais avant je voudrais poser une question à Sophie Beau, parce que je suis assez fasciné, sans doute comme vous, par l'initiative de SOS Méditerranée, et notamment par ce petit bateau blanc, très beau. Et je voudrais savoir comment vous envisagez de le faire naviguer, qui l'a affrété, comment sera-t-il équipé. Et puis, vous avez envisagé qu'il fasse des petits, et qui constituent avec d'autres une véritable flotte. Parlez-nous un peu de ce projet, un peu mieux que tout à l'heure, où vous avez été prise par le temps. Alors avant qu'il fasse des petits, déjà il faut le mettre à l'eau, le bateau. Vous avez vu un bateau qui a été identifié par l'équipe de SOS Méditerranée, et notamment le fondateur allemand, qui est capitaine de marine marchande, Klaus Fugger, qui, avec des experts maritimes, a été identifié à partir d'un cahier de charge très précis, avec notamment la capacité d'accueil de ce bateau, parce que vous êtes face à soit des barques, soit parfois des bateaux poubelles de grande taille, hein, des anciens bateaux de pêche notamment, qui sont, comme vous avez peut-être vu cette année dans les médias, les images, qui peuvent accueillir jusqu'à 400, 600, 700, parfois 800 personnes. Donc il faut avoir déjà une capacité d'accueil qui permette de ne pas dire aux gens, bah, écoutez, on va prendre la moitié, on va prendre les femmes et les enfants, et puis les gars, on va repartir. Celui-là, combien il en prend? C'est évidemment pas possible. Donc ça suppose un bateau de grande taille, donc un bateau qui fait presque 60 mètres de long, celui que vous avez vu sur la photo. Alors, on est en train de négocier l'achat de ce bateau. Le prix a baissé depuis qu'on l'a identifié. C'est un bateau d'occasion, si j'ose dire. C'est un bateau d'occasion, bien sûr. On n'a pas du tout les moyens d'acheter un bateau neuf, extrêmement cher. Et donc, on est en train de négocier un prêt bancaire avec un mécène qui se porte garant sur la caution par rapport à ce prêt. Et l'ensemble des coûts d'exploitation qui sont très très élevés, puisque c'est un bateau, ça a besoin de fuel, ça a besoin d'être prépositionné. Enfin, ce bateau, pour être efficace, doit être prépositionné dans les eaux internationales, donc en haute mer.
proche des zones de détresse, et donc ça coûte très cher. Et avoir un équipement sanitaire, c'est vous qui l'équiperez. Ça coûte 250 000 € par mois pour un ordre d'idée, ce qui fait un gros budget annuel. Donc on est en train de réunir des fonds déjà pour pouvoir lancer cette opération en mer, on espère avant la fin de l'hiver, parce que Médecins Sans Frontières avait affrété des bateaux, mais en expliquant dès le départ que ce serait une opération de 6 mois, et cette opération prend fin à la fin de l'année. Donc ils ont évidemment contribué à sauver beaucoup de vies humaines, et Médecins Sans Frontières n'a pas la vocation de devenir une société civile de sauvetage comme on s'en est fixé le but, parce qu'on pense malheureusement que cette crise, si on peut l'appeler crise, va être durable et que évidemment les gens vont continuer à prendre la mer. Où est-il le bateau actuellement? Il est en Croatie, il est amarré en Croatie, et donc on est en train de discuter l'achat. Alors je vous parle, le capitaine Fogel négocie avec les propriétaires. Vous avez pensé à un nom? Comment s'appellerait-il? Il a un nom. Déjà? Il s'appelle le Markab. Markab qui veut dire bateau et qui est aussi le nom d'une constellation en marin. C'est l'embarcation. Voilà. Et son port d'attache? Pour l'instant, donc la Croatie, son port d'attache sera au sud de l'Italie pour pouvoir, pour l'instant, au vu des flux migratoires et du nombre de victimes que vous avez vu sur la carte, 2800 victimes au large de la Libye, pour pouvoir opérer donc dans les eaux internationales, proches des zones de détresse, avec 2 petits canaux de sauvetage qui sont opérationnels, qui peuvent permettre de lancer rapidement des équipes, parce qu'il est dangereux d'approcher en fait, des embarcations en détresse avec un gros bateau comme celui-là. Donc il faut approcher, il y a toute une technique du sauvetage qu'il faut évidemment mettre en place. Et puis une clinique à bord qui sera équipée par Médecins du Monde. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, ce bateau correspond parfaitement à nos cahiers des charges, il est identifié. C'est vraiment une question d'argent maintenant pour pouvoir le lancer à l'eau et démarrer les opérations de sauvetage. Il y aura une dizaine de personnels navigants et 6 personnes de Médecins du Monde pour l'équipe médicale et d'accueil des réfugiés. Ce qui est peut-être aussi très important de signaler, c'est que ça s'inscrit dans un dispositif de sauvetage qui est coordonné par les autorités italiennes. Je le disais tout à l'heure dans l'intervention, les autorités italiennes sont très actives et coordonnent les sauvetages en mer depuis de nombreuses années, fort heureusement. Et donc ce sont eux qui transmettent aux bateaux qui sont sur l'eau les signalements des embarcations en détresse. Ça s'appelle les MRCC, Maritime Rescue Coordination Centers, donc ils sont basés à Rome. Transmettre les signalements des bateaux en détresse. Et à ce moment-là, donc le Markab, si c'est ce Markab, si ça aboutit, en tout cas le bateau de sauvetage pourra intervenir face à cette situation de détresse, procéder aux opérations de sauvetage et ensuite ramener les personnes dans les ports qui seront indiqués par les autorités italiennes. Il n'y a pas du tout de liberté sur la destination des personnes parce qu'ensuite c'est toute une chaîne de sauvetage qui se met en place et un cadre juridique à respecter. Merci, merci beaucoup. Il y avait une question là, madame. Oui, je voulais d'abord remercier Santé Sud pour permettre les conférences aussi intéressantes. Par ailleurs, je voudrais poser la question à M. Grandjean. Si par rapport aux souffrances autres que médicales, à part le foot et les propositions d'Eric Azara, il y en a d'autres à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres structures? Et disons d'autres réponses vis-à-vis des souffrances dont me semble que vous avez appelé psychiques. Pas très bien. Excusez-moi. D'autres réponses comment que? Quel type de réponse propose Médecins du Monde à ce type de souffrances qui sont trouvées sur le terrain, autre que le foot et les réponses Eric Azara qui a proposé ici? Ah oui, autre que le foot. Ben écoutez, il y a l'accueil. Il y a l'accueil, déjà, c'est très important. C'est-à-dire que chacun des réfugiés qui vient, on l'accueille, on lui donne éventuellement une collation. En amont de la consultation médicale, on lui projette, ce que j'ai oublié de dire, enfin, on ne peut pas tout dire non plus, on lui projette des films de façon à ce qu'il y ait une certaine prévention. Et surtout, ce qui est capital aussi, on l'accompagne physiquement dans toutes ces démarches. C'est un élément très important. Et d'autre part, on favorise donc par là même la notion de communauté. Bon, il se trouve que notre équipe, évidemment, bien que nous ne refusons personne, va plutôt drainer des populations africaines. Hein, puisque ce sont des Africains. Et j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est qu'ils parlent, chacun, tous les membres parlent français, couramment, anglais,
certains parlent turc, et parlent aussi dialecte africain. Donc évidemment, ça facilite les échanges. C'est quelque chose de capital. À Osiris, on l'a pratiqué depuis longtemps. Je crois que pour que quelqu'un se sente accueilli, il faut qu'il le soit dans sa propre langue. Et ça permet de... Je peux vous dire d'autres dans des matchs de foot, oui, ben c'est déjà pas mal ça. Hein. C'est déjà pas mal. Bon, on n'a pas le temps de tout dire non plus. En tous les cas, ce qui nous a fait percevoir l'importance de cela, c'est la visite dans les villes satellites. Théoriquement, les gens sont mieux traités, sont mieux intégrés. On s'est aperçu que c'était l'inverse. Que ce dont l'homme a le plus besoin, c'est de liens humains, simplement, d'accueil, d'empathie. Et que même s'ils avaient, et ce n'est pas le cas, une aisance matérielle, ça ne suffit pas. Donc je crois que devant une souffrance, encore une fois, psychique, qui n'est pas du tout une maladie, devant une souffrance, c'est quand même la meilleure manière de pouvoir les aider. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi à Osiris, à Marseille. Hein. C'est donc de les comprendre, de les aimer, de leur faire connaître, de les mettre en relation avec la culture, de les mettre en relation avec leur semblable, c'est capital. Bon, toute migration est une rupture de lien. On va le voir essentiellement. Rupture de lien au départ, rupture de lien pendant le voyage, rupture de lien à l'arrivée. Imaginez-vous arrivant dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, où vous ne connaissez personne. Vous comprenez déjà la difficulté qu'il peut y avoir. J'ai une dernière question à poser, avant que nous nous séparions pour cette matinée. La place, une question naïve sans doute, la place de Marseille sur le trajet migratoire, Marseille, ville étape, pour combien d'entre eux, et que fait-on pour eux? Qui peut répondre? Bon, c'est une mauvaise question. Moi, je n'ai pas forcément de réponse d'actualité, mais j'ai travaillé pas mal sur des questions liées à la santé et l'immigration à Marseille il y a quelques années. Et plus récemment sur des structures d'hébergement, d'accueil des personnes sans domicile. Et il y avait effectivement beaucoup de migrants dans ces publics-là, mais qui étaient plutôt dans un passage, en fait, et non pas des gens qui se fixaient sur Marseille. Donc on a énormément de flux migratoires, déjà avec la crise économique qui a touché des pays comme l'Italie ou l'Espagne il y a quelques années, des migrants qui étaient assez bien installés dans ces pays, qui remontaient vers d'autres pays européens en essayant de trouver des opportunités de travail, qui n'étaient pas forcément attachés à Marseille en tant que tel, mais ça reste un lieu de passage très important. Hein. À la situation actuelle, on ne sait pas grand-chose, finalement. Combien il passe de migrants par chez nous? Bon, écoutez, je crois. Non, j'attends qu'une question. Hein. On n'a plus le temps. Une réponse? C'est une réponse? Alors allons-y. Bonjour. Pour répondre à votre question, en partie évidemment, hein, parce que ça demande beaucoup plus que ce que je vais vous dire, c'est qu'à Marseille, il existe des squats qui se dédient à recevoir les personnes migrantes pour en tout cas leur donner un cadre à peu près acceptable, en tout cas d'humanité. Dans des lieux squats, c'est jamais bien agréable, mais où en tout cas les gens sont reçus, accueillis, et ça pourrait se développer s'il y avait de la part des Marseillais, bien sûr, un appui. Et évidemment, on est dans une ville où c'est pas toujours facile d'avoir cet appui. Pour en venir, c'est aussi une bonne liaison, c'est sur cette notion, on parlait de justement comment les gens, les simples gens, pourraient apporter leur soutien à tout ça. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est justement cette notion de non-assistance à personne en danger, qui est très mise en danger, en France en tout cas, puisque je crois que ça n'a même pas droit de citer. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait accueillir une personne migrante chez elle serait juridiquement coupable. Donc comment lutter contre ça? Merci madame. On va sans doute laisser la question en suspens. Les juristes de cet après-midi pourront peut-être vous le dire. Je vous remercie, mais avant de clore,
Avant de clore, je voudrais donner la parole à un poète que vous connaissez probablement, qui s'appelle Boualem Sansal, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française à son livre 2084. Et qui, dans son livre Araga, écrit ceci, qui pourrait être le chant du migrant. Que faire dès lors que toutes les voies sont coupées? Mourir n'est pas une affaire, quand vivre est possible. Un ailleurs vaut mieux que 1000 ici. Misère pour misère, ajoutons la peine du voyage, la douleur de la déchirure et la peur de se perdre. Le bonheur de croire enfin au lendemain vaut bien le sacrifice de sa vie. Comme l'oiseau, comme le prophète, ouvrons nos ailes, secouons nos sandales et marchons dans le vent. Brûlons la route. La terre promise est quelque part dans le monde. Boualem Sansal. Merci beaucoup.